Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le chiffrement RSA, un algorithme essentiel en cryptographie moderne. Du coup, premièrement, nous allons vous faire la présentation de qu'est-ce qu'est le RSA avec comment il fonctionne, puis comment les clés sont générées. Ensuite, on verra comment on chiffre et on déchiffre un message, et pour finir, on parlera de la sécurité du RSA et des principales attaques possibles. Du coup, maintenant, je laisse la parole à Solène afin de vous faire la présentation du chiffrement RSA. Le RSA a été inventé en 1977 par trois chercheurs du MIT, Rivest, Shamir et Adleman, dont il porte les initiales. Il s'inscrit dans la continuité des travaux de Diffie et Hellman qui avaient introduit un concept révolutionnaire, la cryptographie à clé publique. Cependant, Diffie et Hellman permettaient seulement d'échanger une clé de manière sécurisée. Avec le RSA, on dispose afin d'un système complet capable de- à la fois de chiffrer les messages et de signer numériquement. Le RSA a été breveté aux États-Unis, mais lorsque le brevet a expiré en 2000, l'algorithme est devenu libre d'utilisation. Cela a largement favorisé son adoption dans de nombreux protocoles de sécurité, ce qui explique qu'il soit encore aujourd'hui un standard mondial. Le fonctionnement du RSA repose sur trois éléments mathématiques essentiels: l'arithmétique modulaire, le théorème d'Euler et surtout la notion de fonction attrape. Une fonction attrape est une fonction simple à calculer dans un sens, mais extrêmement difficile à inverser si on ne possède pas une information secrète. Dans le RSA, cette trappe repose sur la difficulté de factorisation. On choisit deux très grands nombres premiers, notés P et Q, et on calcule leur produit n. Ce nombre n devient public, mais récupérer P et Q à partir de n revient à factoriser un très grand nombre entier. Or, même avec le meilleur algorithme existant, la factorisation devient impraticable dès que les nombres atteignent plusieurs centaines de chiffres. C'est précisément cette difficulté qui garantit la sécurité du RSA. Le RSA s'appuie sur deux clés complémentaires, ce qui en fait un système asymétrique. Une clé publique, que tout le monde peut connaître, et une clé privée qui doit être conservée secrète. La clé publique sert à chiffrer un message ou vérifier une signature. La clé privée sert à déchiffrer un message ou à signer. Ce principe permet à la fois la confidentialité, seul le détenteur de la clé privée peut lire le message, et l'authentification. Si un message est signé par la clé privée, tout le monde peut vérifier l'identité de l'expéditeur grâce à la clé publique. C'est pour cela que le RSA est utilisé dans les certificats SSL, les signatures de logiciels et les emails sécurisés, etc. Maintenant, William va parler de la génération des clés RSA. La génération des clés RSA est une étape fondamentale car toute la sécurité de l'algorithme repose sur le choix correct de deux grands nombres premiers qu'on appelle P et Q. Comme ces nombres sont très grands, souvent de 1024, de 2048 ou même de 4096 bits, on ne peut pas vérifier leur primalité avec des méthodes classiques. C'est pour ça qu'on utilise un test probabiliste très connu en cryptographie, le test de Miller-Rabin. Pour expliquer simplement comment il fonctionne, on commence par prendre le nombre qu'on veut tester, qu'on appelle n. On regarde n-1 et on écrit ce nombre sous la forme d'une puissance de 2 multipliée par un nombre impair. Ensuite, on choisit un témoin aléatoire. Et avec ce témoin, on fait un premier calcul. On élève ce témoin à une certaine puissance, puis on prend le résultat modulo n. Si ce résultat vaut 1 ou s'il vaut n-1, alors le test ne trouve rien d'anormal et le nombre pourrait être premier. Dans le cas contraire, on va répéter une opération simple, on prend le résultat et on le met au carré plusieurs fois, toujours modulo n. Si à un moment donné, on tombe sur n-1, alors le nombre peut être encore premier. Par contre, si on ne tombe jamais sur n-1 durant toute la procédure, alors on peut conclure que le nombre n'est pas premier. Le test est répété plusieurs fois avec différents témoins, et si aucun témoin ne trouve de contradiction, alors le nombre est considéré comme probablement premier, avec une probabilité d'erreur extrêmement faible, bien inférieure à 2 puissance moins 80. C'est pour ça que ce test est utilisé par presque toutes les bibliothèques cryptographiques. Une fois qu'on a deux nombres premiers, P et Q, grâce au test de Miller-Rabin, on peut construire à les clés RSA. Nous avons du coup la clé publique qui fonctionne avec N et E et la clé privée N et D. Comment fonctionne maintenant le calcul de RSA? On multiplie P et Q afin de trouver N. Ensuite, on calcule ce qu'on appelle la fonction phi, ou phi de N. C'est une valeur basée sur P et Q et elle sert à garantir que les clés fonctionneront correctement.
Après ça, on choisit un exposant E. Généralement, on prend une valeur assez grande, comme 65 137, parce qu'elle est très rapide et aussi suffisamment sûre afin de sécuriser le RSA. Puis on calcule exposant privé D, qui est choisi de manière à être l'inverse modulaire de E, c'est-à-dire qu'il permet d'annuler le chiffrement réalisé avec E. À partir de ces valeurs, on obtient la clé publique qui contient N et E et la clé privée qui contient N et D. Dans notre projet, on a la génération des clés avec deux programmes. Nous avons le premier programme qui est fait avec la bibliothèque SIMPy, c'est-à-dire que tout ce que je vous expliquais juste avant est fait directement grâce à cette bibliothèque. Et quand nous lançons, on voit que le nombre premier est assez grand de 1024 bits. Le deuxième programme, lui, est fait à la main afin de montrer la génération et ce qui se passe à l'intérieur de la bibliothèque. Et quand le code est généré, on peut voir qu'il y a aussi un grand nombre premier avec 1024. Maintenant, nous allons parler des processus de chiffrement et de déchiffrement. Dans le RSA, toutes les opérations utilisent les mêmes idées. On élève un nombre à une puissance, puis on prend le reste modulo n. C'est ce qu'on appelle l'exponentiation modulaire. Pour le chiffrement, on prend le message M et on le met à la puissance E, la clé publique, modulo n. On va du coup transformer ce message et le chiffrer et il va devenir du coup C. Pour le déchiffrement, c'est l'inverse. On a récupéré C qu'on met à la puissance D qui est notre clé privée, modulo n. Du coup, grâce à la clé privée, on va récupérer le message original. Pour la signature, on élève le H du message à la puissance D. Cela crée une signature impossible à forger sans la clé privée. Pour la vérification, avec la clé publique, on inverse la signature et on obtient le H original. Si on obtient un H égal, alors la signature est valide. Le point important à retenir, c'est que le RSA fait toujours la même opération, mais selon la clé utilisée, publique ou privée, on chiffre et on déchiffre ou on signe. Maintenant, je vais vous montrer un exemple assez simple avec des chiffres très bas qui ne sont du coup pas sécurisés parce qu'ils sont trop faibles. Donc tout d'abord, on a la clé publique avec n égale 33 et e égale 3 et la clé privée avec n égale 33 et d égale 7. Donc on va supposer que le message à transmettre soit m égale 4. Donc Bob, lui, il veut envoyer ce message à Alice. Donc il va commencer par chiffrer son message. Donc il va faire C égale 4 puissance 3 modulo 33, qui est égal à 64 modulo 33, qui est égal du coup à 31. Du coup, c'est 31 qu'il va envoyer à Alice. C'est ça le message chiffré. Donc une fois qu'Alice elle a reçu 31, elle va utiliser sa clé privée à elle. Et donc du coup, elle va faire 31 puissance 7 modulo 33, qui est égal à 4. Et là, on retrouve bien le message original. Pour ce qui est de la signature, donc là, on va imaginer que le H est égal à 4. Pour sa signature, elle va faire 4 puissance 7 modulo 33 est égal à 16. Donc, la signature sera 16. Pour vérifier sa signature, Bob il va récupérer 16. Il va le faire à la puissance 3 modulo 33 et il va obtenir 4. Donc là, on voit que 4, c'est la valeur initiale. Donc, c'est la bonne signature que seule Alice pouvait produire grâce à sa clé privée. Maintenant, William va parler de la sécurité du RSA. La sécurité du RSA repose essentiellement sur la difficulté à factoriser un très grand nombre. Plus précisément, on part de n, qui est le produit de P et Q, et on essaie de retrouver P et Q à partir de n. Pour de grands nombres, c'est extrêmement difficile pour les moyens actuels. C'est pour ça que la taille des clés est fondamentale. La norme actuelle est de 2048, mais avant nous utilisions des clés de 1024 bits qui sont devenues obsolètes. Et si on veut avoir un très haut niveau de sécurité, on recommande une clé de 4096 bits. Une menace potentielle est l'informatique quantique. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait casser RSA grâce à l'algorithme de Shor, qui permettrait de factoriser n très rapidement. Même si ce type d'ordinateur n'existe pas encore à grande échelle, c'est un vrai enjeu pour l'avenir et cela pousse à développer des algorithmes post-quantiques. Même si RSA est solide, mathématiquement, ils peuvent être très vulnérables si on utilise mal ou si les paramètres ne sont pas choisis correctement.
Il existe différents types d'attaques. Nous avons l'attaque mathématique qui tente de factoriser n, les attaques sur les paramètres, c'est-à-dire si P et Q sont trop proches, les attaques par canal auxiliaire qui exploitent le comportement physique de l'appareil, et nous avons aussi les attaques sur les protocoles. Dans ce genre de cas, ce n'est pas RSA qui est en cause, mais l'implémentation autour. Le RSA reste aujourd'hui un pilier essentiel de la cybersécurité moderne, mais sa sécurité dépend fortement de la génération correcte des clés et de l'utilisation de tailles suffisamment grandes. Face au progrès de calcul et surtout l'arrivée de l'informatique quantique, RSA pourrait devenir vulnérable dans le futur. Pour l'instant, il reste fiable, mais il est probable qu'il devra évoluer ou être remplacé par des techniques résistantes au quantique dans les prochaines années. Merci de nous avoir écoutés.